Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps qui pump encore. Est-ce que cette fois-ci c'est le bottom? On est parti pour retracer comme les 2 derniers jours. Ensuite, on parlera d'Ether qui surperforme le Bitcoin. On verra 3 altcoins qu'on a demandé d'analyser. J'ai Hyperliquid, Solana et BNB. Et on terminera par le marché US. Avant que je commence, j'ai prévenu hier, je vous préviens aujourd'hui, j'ai lancé un concours sur le Discord pour ceux qui veulent y participer. Vous avez juste à rejoindre le Discord, allez ici dans l'onglet concours et vous avez ici les règles pour participer. C'est assez simple, donc voilà, il y a deux fois $100 à gagner, donc au total $200 et vous avez jusqu'à mardi soir pour en profiter. Et je fais le tirage au sort dans la foulée, je vous envoie les fonds directement. Pour rejoindre, c'est en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence ici sur le Bitcoin. On connaît à nouveau un pump là sur le marché US qui a plutôt bien ouvert, mais on a directement retracé. Alors, on a déjà posé un bottom avant, on a été chercher des niveaux assez bas. Ici, on a piégé pas mal de vendeurs. Ok, ici, il y a eu pas mal de sell market. On a tout simplement absorbé la majorité des sell market. On le verra après sur le footprint. Et on a eu directement une réaction acheteuse. Donc, prise de liquidité, réintégration, déviation, enfin déviation, réintégration. Logiquement, qu'on fait ce genre de mouvement, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Là, on a carrément un range qui s'est construit. Mais on peut tout simplement tracer ici et mettre un volume profile. Et quand on a tout simplement une réintégration d'une value area low ou même d'une value area high, très souvent, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Alors, je vais supprimer ça pour pas vous biaiser et vous ayez pas d'autres niveaux. Vous voyez, hop, à ce niveau-là, réintégration de la value area high. Ce qu'il faut savoir, c'est un volume profile. On a ici 70% des volumes qui sont échangés et on a ici des déséquilibres, et là on a le marché qui est équilibré, d'accord? Et quand on passe d'une zone de déséquilibre à une zone d'équilibre, en général, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc on a ici l'exemple, on passe sous la value area high, c'est pour aller chercher la value area low. Réaction acheteuse, on retourne chercher la value area high, on réintègre pour aller chercher la value area low, on repasse au-dessus pour aller chercher la value area high. Et pour le moment, on est en train de la défendre. Ça, pour ceux qui cherchent des stratégies de trading, des façons de trader, il y a plein de façons de trader. Ce qui compte, c'est que vous trouvez un avantage sur le marché qui vous donne un edge statistiquement parlant et qui vous permette simplement d'avoir une stratégie qui soit rentable. Après, des façons de trader, il y en a plein. On peut utiliser des volumes profile, on peut utiliser des moyennes mobiles, on peut utiliser des indicateurs de volume, peu importe. Le but, c'est passer des stats, ok? Et si ces stats vous montrent que cette stratégie fonctionne, et ben tant mieux. Moi, je suis pas fan des gens qui vont dire oui, ceux qui traînent les patterns, c'est de la merde, ça marche pas. Ceux qui vont trader ICT, ça marche pas. Non, pour moi, tout peut marcher, pour aller loin dans la chose. Les phases de lune, ceux qui ne sont pas au courant, 2021, ça marchait énormément. C'est-à-dire que le marché avait des cycles, on va dire moyen terme, en fonction des phases de la lune, des pleines lunes tout simplement. Et on voit bien que pendant tout le bull market, phase de pleine lune top, phase de pleine lune bottom. Bon là pas trop, bottom, top, bottom, top, bottom, top, top, bottom, bottom. Ouais, ça marchait plutôt bien. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça donne maintenant, vous voyez, top ici, top, parfaitement. Ouais, ça marchait plutôt bien. Est-ce qu'il y a un lien technique entre la lune et le marché? Aucun. Maintenant, pour moi, en trading, en investissement, tout peut fonctionner. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un avantage, avoir des stats sur un grand nombre d'échantillons, et là vous avez un edge, un avantage. Mais ça, faut passer par des phases de backtesting. Et des modèles, il peut y en avoir plein. Moi, je peux trader des fois avec des moyennes mobiles, des points pivots. Voilà, j'ai des indicateurs assez classiques, mais ça fonctionne pour moi. Des fois, en fonction du style de trading que je veux adopter, je peux varier certains outils, certains indicateurs. Mais ce que je vous conseille, c'est tout simplement de déjà comprendre les indicateurs que vous utilisez et après avoir tout simplement des stats. Mais pour ceux qui veulent par exemple trader un range ou alors des déviations réintégration value area high, value area low. En tout cas, c'est une bonne stratégie. Après, ça vous de voir l'exécution, à quel moment vous rentrez en position. Mais là, on a eu l'exemple parfait d'une déviation réintégration, comme j'ai dit, pour aller chercher l'extrémité opposée. Ouverture de la session de New York, 15h30. On a eu un bon pump. On a été chercher ici pas le previous daily high. On n'était pas loin d'aller le chercher, mais on s'est arrêté avant avec une bonne réaction vendeuse. Maintenant, on est toujours ici dans une compression entre moyenne mobile moyen terme et moyenne mobile court terme. On voit bien que sur du court terme, on a le tunnel 3 minutes qui fait ici office de support.
avec une bonne pression acheteuse, le 15 minutes qui fait également office de support en dessous, et on est dans le tunnel 1 heure. Tunnel 1 heure qui a fait office de résistance 2-3 fois pour le moment, on est toujours sous le 1 heure. Si on commence à casser, passer au-dessus de ce niveau-là, pour le moment on pourra accélérer et aller chercher ici le tunnel 4 heures qui lui fait également résistance depuis un long moment. Hein, pendant toute cette phase-là, il a fait office de résistance. S'il veut bien s'afficher, ouais, voilà, parfaitement. On voit qu'il a parfaitement fait ici office de résistance. Si on break le 1 heure, on ira dans le 4 heures. Il y a une bonne zone de localisation, 91 500 $, c'est toujours une zone où on peut chercher des shorts si on a une réaction vendeuse. Et si on break le 4 heures, on pourrait poser un gros bottom et aller chercher le tunnel daily. Pour moi, c'est pas le scénario ici numéro 1. Pourquoi? Parce qu'on reste dans une tendance baissière, et le plus important c'est d'avoir une direction de marché. Alors, comment on fonctionne en général quand on trade? La première chose qu'on a pour quelqu'un qui trade la tendance, c'est déterminer un biais, une direction de marché. Ici, je vais plutôt sur du moyen long terme avoir un biais short. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une tendance baissière. Les creux, les sommets sont de plus en plus bas. Quand vous allez déterminer votre biais, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une zone, savoir où est-ce que vous allez vous positionner. D'accord? Ou est-ce que si on a un repli, vous allez tout simplement chercher un short. Pourquoi un short? Parce que on a un biais qui est vendeur. Quand vous avez déterminé votre zone, ensuite ce qu'il faut, c'est tout simplement l'exécution. Parce que très bien, vous avez votre zone, sauf que est-ce que vous rentrez ici, à quel moment vous rentrez? Globalement, l'exécution, ça peut être une réaction vendeuse, ça peut être une pattern, ça peut être un signal sur un indicateur, peu importe. Quand vous avez ça, vous avez votre trade. Après, ça va au-delà de ça. Hein. Il y a tout ce qui va être le trade management, la gestion de votre risque, la psychologie, le suivi. Voilà. Il y a d'autres points à prendre en compte. Mais sur une position, vous déterminez votre biais, la direction, vous déterminez la zone où vous voulez vous positionner. Et ensuite, il y a l'exécution. Après, il y a tout le trade management, etc., etc. Là, actuellement, comme je l'ai dit, si on pousse et qu'on commence à break ce sommet-là, on pourrait faire ici un casser tout simplement le previous daily high, qui est ce niveau-là. Et au vu du nombre de positions qui sont ouvertes dans cette zone-là, ok, sur les extrémités, on pourra aller voir après avec le footprint. Je pense qu'on peut avoir ici un short squeeze et accélérer rapidement, accélérer vers les 92 300 $. Pour moi, c'est un scénario qui est tout à fait possible et revenir chercher cette zone de résistance. Parce que là, il y a vraiment pas mal de stop juste au-dessus. On peut aller le voir, hop, si je vais ici, tac. Vous voyez, hop, ici, pas mal d'ordres qui sont piégés. À chaque fois, sur ces gros pumps là, on a énormément d'ordres qui sont ouverts. Et si on commence à parvenir à passer au-dessus de ces sommets là, je pense qu'on peut liquider pas mal de personnes. Alors ça, c'est tout simplement les buy market et les sell market. Hein. C'est ce qui fait vraiment bouger le marché. Hein. Je vous rappelle, je retourne sur TradingView ici pour vous expliquer. Si je rentre un peu plus dans les détails, des fois j'essaye dans ce genre de vidéo rentrer sur du trading un peu plus avancé, ok. Alors pour quelqu'un qui commence, ça peut être du chinois, mais voilà, j'essaie de m'adapter un peu à tout le monde. Des fois on parle un peu plus classique, des fois un peu plus avancé. Là, si je parle un peu plus avancé de ce que je vous ai montré avant, ce qu'il faut comprendre, il y a deux types d'ordres, les ordres market, les ordres limite, ok. Un ordre market, c'est un ordre qui se fait exécuter tout de suite maintenant. Quand vous êtes sur votre plateforme de trading, vous pouvez rentrer soit en market, soit en limite. En market, comme je l'ai dit, vous faites exécuter tout de suite maintenant. Et quand vous êtes en limite, vous êtes un ordre passif, un ordre qui est en attente d'être exécuté. Et vous n'impactez pas le marché. C'est si on enlève les ordres market, il reste que des ordres limites, le marché ne bouge pas. Parce que c'est les ordres market qui font évoluer le prix. Quand on a un ordre market qui s'ouvre, par exemple si je suis un buy market, c'est-à-dire j'achète au marché, je vais directement taper dans un sell limite. Parce que quand je suis acheteur, en face il y a un vendeur, quand je suis vendeur, en face il y a un acheteur. Si je sell market, en face, là si je sell market, en face c'est pour trouver un buy limite. Et j'exécute un ordre passif. Et ce que je vous ai montré juste avant, ici, c'est tous les sell market et les buy market. Donc l'avantage, c'est après on peut aller plus en détail sur l'intérieur d'une bougie et voir le nombre de bitcoins qui ont été exécutés, que ça soit à la vente sur la partie de gauche ou à l'achat sur la partie de droite, et voir sur des niveaux intéressants si on a ce qu'on appelle des absorptions ou si on a tout simplement des breakouts. Quand on arrive sur un niveau intéressant, par exemple ça c'est un niveau intéressant pour prendre un long. Pourquoi? Parce que c'est notre value area low, on a ici une LVN, un déséquilibre dans le volume profile, d'accord? Donc une très bonne zone ici pour intervenir, et au contact de ce niveau-là, qu'est-ce qu'on voit? Énormément de ventes, ok? Donc une grosse pression vendeuse, on le voit ici avec les boules rouges ou également sur les chiffres, beaucoup de ventes, sauf que le marché ne baisse pas. C'est-à-dire qu'il y a une absorption, c'est-à-dire en face, on a eu tout simplement des acheteurs limites qui ont absorbé l'ensemble de ces ordres-là. Et après, on a eu la même chose. Et hop, on pump, et à ce niveau-là,
qu'est-ce qu'on a eu? Énormément d'acheteurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit, on peut zoomer, pareil, voir à l'intérieur. Vous voyez, là, il y a une personne, il y a eu 403 de Bitcoin achetés en market à 89 300 $, et le marché n'a pas monté, n'a pas uptické, très légèrement. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire, en face, il y a une contrepartie. Il y a eu une absorption et il y a eu tout simplement des sell limites qui ont absorbé l'ensemble de ces buy market. Et ça nous donne une indication, c'est que ici on a une réaction vendeuse, enfin pas une réaction vendeuse, mais une absorption plutôt des acheteurs agressifs. Et ça c'est intéressant, c'est de voir au moment où on est sur des niveaux clés, ça peut être des niveaux de breakout, ou peu importe, est-ce que on va avoir une absorption ou est-ce que on va tout simplement avoir un breakout. Et ça c'est voir les volumes en lien avec le prix. On associe les deux. Quand on est sur un niveau clé, si on a énormément de sell market mais qu'on ne baisse pas, ça nous indique tout simplement que on a une absorption. Et vous voyez la différence d'un break. Ça c'est un break. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de sell market, sauf que le marché il baisse. Ici il baisse. Et vous voyez ici, c'est hier ce que je vous ai dit. Pour contextualiser, si je reprends TradingView, ça peut être plus simple pour vous. On est ici. Vous voyez, c'est le plus bas à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a quand je regarde les volumes? Énormément de sell market. Énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là on voit 364, 261, sauf que on a une grosse pression vendeuse, on voit même on a un CVD ici, le cumulative volume delta, qui est en baisse, c'est normal, on a des deltas négatifs, sauf qu'on a des bougies dans le vert. C'est-à-dire qu'en face, on a des acheteurs passifs qui absorbent. Et là, on a parfaitement posé un bottom. Donc c'est pas parce qu'on a une pression vendeuse que ça va baisser. Ce qu'il faut se dire, c'est ok, pression vendeuse, mais est-ce qu'en face, il y a la contrepartie qui absorbe. Et là, pour le moment, on commence à passer au-dessus de ce niveau-là. Tous les shorts qui sont ouverts ici auront la tête sous l'eau. Les acheteurs seront en profit. Et pour moi, on peut aller chercher les prochains niveaux. Et là, si on passe au-dessus des 49 450, 500 $, on peut vraiment short squeeze et aller chercher bien plus haut. Et là, pareil, en fait, on peut avoir une grosse cascade de liquidation et revenir chercher très rapidement 91, 92 000 $ si on parvient à déclencher ces niveaux-là. Parce que là, au-dessus de ces sommets-là, il y a pas mal de stops. Et dites-vous que si on passe au-dessus, les shorters auront la tête sous l'eau et ils auront une possibilité de clôturer leur position. Voilà. Et pour le moment, on garde une bonne pression acheteuse sur le CVD. Il n'y a pas spécialement d'absorption ou de divergence baissière. Si on commence, par exemple, sur le prix à faire un nouveau plus haut, mais sur le CVD, on ne fait pas de plus haut, là, ça nous indiquera que, au contraire, il y a une absorption. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Voilà. Après, on n'est pas obligé de chercher à anticiper ce qui va se passer. Le but, c'est toujours de réagir à ce qu'on voit. Et pour le moment, si, en tout cas, moi, je cherchais à me positionner, j'attendrai un breakout de ce niveau-là, avec du volume acheteur, et constater si on a une absorption ou pas. Et là, faire tout simplement du trading de momentum. De toute façon, quand on trade comme ça avec les volumes, le plus important, c'est soit qu'on a un break, avoir une confirmation sur le volume, ou alors qu'on a un repli sur un niveau intéressant. Ça peut être une value à l'eau, ça peut être un point pivot, peu importe, voir si on a des absorptions comme ça et qu'on piège. Parce que les vendeurs qui sont piégés ici, c'est des futurs acheteurs. Peut-être que les vendeurs qui ont vendu ici, ils ont acheté à ce niveau-là. Parce que je vous rappelle, quand vous êtes en position, si vous faites liquider, si vous clôturez votre position, un stop loss, bref, peu importe, vous êtes un futur acheteur, et ça, c'est du carburant si vous êtes long. Et inversement, si vous êtes short, les acheteurs, à ce niveau-là, c'est des futurs vendeurs. Les acheteurs qui sont rentrés là, peut-être c'est les futurs vendeurs qui ont vendu à ce niveau-là. Voilà en tout cas pour cette session US sur le BTC, et l'importance de comprendre comment le prix se déplace, toujours intéressant de le constater. Voilà pour Bitcoin. Si je parle ici d'Ether, alors Ethereum qui est revenu chercher l'extrémité basse, réaction acheteuse à nouveau, c'est là où quand on voit la psychologie de marché, c'est toujours dur d'acheter sur des niveaux bas comme ça. Quand on a un Ether qui se prend ici un moins 6%, quand ici il enchaîne 3 jours dans le rouge consécutif, moins 15%, quand là il enchaîne moins 20% en à peu près une semaine, c'est toujours désagréable d'acheter. Et ça, retenez ça, et c'est vraiment une leçon, hein. Et même pour moi, des fois j'y pense, quand je me dis, j'aime pas trop le marché, des fois je me dis, ok, est-ce que c'est désagréable d'acheter? Oui, et souvent c'est un bon moment de le faire. Pourquoi? Parce que quand le marché nous fait douter, quand le marché nous fait peur, c'est souvent des bons moments pour rentrer en position. Alors je parle pas là de position sur du long terme, hein, pour acheter ici, pour revendre à 10 000 $, mais au moins pour capter un mouvement. Et là, même déjà quelqu'un qui se positionne sur du court terme, un swing trader par exemple, ou quelqu'un qui fait de l'intraday sur un niveau bas comme ça, ok, il rentre en position, stop loss ici sous le plus bas, s'il commence à targeter 2 pour 1, 3 pour 1, ou ici ce sommet là,
bah il a un bon risk reward. Et là, il fait son trade dans la journée, d'accord? Il n'y a pas besoin de chercher du 20, 30, 40 pour 2, 3, 4, 5 pour 1 de risk reward. C'est un très bon trade. Et c'est souvent quand le marché est inconfortable, quand c'est toujours difficile d'acheter et de rentrer en position. Maintenant, Ether, on reste quand même dans une pression baissière. Si je mets ici des moyennes mobiles, on a toujours le 4 heures sous le daily et des moyennes mobiles orientées à la baisse. Si on parvient à casser le 4 heures, on pourra ici revenir chercher le daily vers les 3400 dollars. Et ça, c'est le gros niveau à casser pour espérer avoir un Ether qui repasse dans une tendance haussière et qui reteste 3800 et 4000 dollars. Et pareil, si on ne tient pas ces niveaux-là, de toute façon, il y a 2-3 niveaux de support, 2-3 niveaux de résistance, 2-3 niveaux de support, ça suffit pour quadriller une charte et prendre simplement des décisions. Si on perd ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité basse vers les 2200 dollars. Au niveau du marché US. Alors, tac, c'est cette charte que je voulais. Parfait. Toujours dans cette grosse phase de latéralisation, là il y a eu un faux piège avec une fausse déviation sous les 6008 et on repasse au-dessus, on n'est pas loin ici de faire un nouvel ATH. Au final, on a un marché un peu piégeur et difficile avec la volatilité en ce moment, surtout hier quand on prend l'annonce qu'on a eue au niveau de l'inflation. C'était quand on est vendredi, jeudi, voilà, il y a eu pas mal de volatilité, un gros pump suivi d'une réintégration, alors qu'on avait des news qui étaient bullish, le marché il fait quand même pas mal douter, et au final ce niveau des 6008, on a fait ici une déviation, réintégration. Dans ce genre de contexte, l'objectif c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Pareil, on prend un volume profile, voilà, on passe sous la value à l'eau, ok, on dévie, on réintègre, objectif direct, aller chercher l'extrémité opposée. Et là, on sort de cette value area high. Donc là, l'objectif, c'est de la maintenir. À chaque fois, on l'a réintégré assez rapidement. Et vous voyez, dès qu'on réintègre, on va directement chercher le poke, voir l'extrémité opposée. Si on reste au-dessus de cette value area high, l'objectif, il est simple. Ici, sur le SP500, c'est d'aller faire un nouvel ATH. Voilà. L'objectif, il est très simple, c'est de repasser au-dessus des 6950 et refaire une jambe haussière. Alors, est-ce qu'on va y aller, quand on regarde ici les moyennes mobiles, on a un peu moins d'amplitude quand même que pendant cette phase, mais là on pourrait être tout simplement dans une phase de latéralisation pour connaître une nouvelle hausse. D'un point de vue économique, moi il y a une semaine, je vous disais que c'était pas terrible sur le SP500, avec le discours de Powell, avec les taux qui sont prévus pour 2026, je m'attends à rien de fou. Maintenant, c'est vrai que les dernières annonces qu'on a eues, que ce soit le taux de chômage, le NFP et l'inflation, pourquoi pas avoir un réajustement et avoir une nouvelle jambe haussière, c'est possible. Maintenant, si je prends juste le côté technique, il y a plus de probabilité d'avoir un ATH. Pourquoi? Parce qu'on est ici dans un range, presté par une impulsion haussière, plus de chances de casser par le haut. Vous savez que j'aime bien ici cet état d'esprit à avoir sur les marchés, c'est quand on constitue ici un range, une phase de pause, comme on a ici par exemple, comme on a à ce niveau-là, hop, comme on a à ce niveau-là, même si on a cassé par le bas. Il faut toujours se poser la question de se dire, ok, par quoi on est précédé? Est-ce qu'on est précédé par une tendance haussière, une tendance baissière? Vous voyez ici, range, on revient chercher. Là, à quel moment on détermine que c'est un range? À ce niveau-là. C'est-à-dire que là, on a un creux, un sommet, un creux qui revient chercher le même niveau d'avant. Pour moi, on rentre ici dans un range. À ce niveau-là, je me dis, ok, on est dans un range, mais on a plus de chances d'en sortir par le haut. Même mentalité ici, d'accord? Alors cette fois-ci, on casse vers le bas, c'est normal. On peut pas avoir 100% de réussite, et surtout, dans une tendance haussière, il y a bien un moment où on va casser par le bas et marquer un top. Maintenant, si pour chaque range, vous procédez de cette façon, où vous dites, très bien, je trace mon range, hop, ici j'ai un range, ici, j'ai un petit erreur. Des fois, c'est des ranges qui sont pas aussi beaux que dans les livres que vous allez lire, avec des creux au même niveau, des sommets au même niveau, etc. Et là, ce range-là, il est un peu plus simple à tracer. Après, on en a des petits, des grands. Regardez toujours d'où on vient. Ok, on vient par le bas, on a plus de chances d'en sortir par le haut. En procédant de cette façon, vous aurez un meilleur taux de réussite. Après, pareil, il y a toujours l'exécution à avoir. C'est pas parce que vous avez raison que vous allez avoir une bonne exécution. Mais ouais, en tout cas, sur le SP500, ça serait bien de ne pas repasser sous ce niveau-là, parce que là, on validerait ici une pattern de retournement. Au niveau des altcoins, il faut demander d'analyser. J'ai ici BNB. Alors, BNB, on en est où? Une crypto un peu faible en ce moment. Après, elle a très bien performé, d'accord? Pour moi, ici, si on doit revisiter un niveau d'intérêt sur le long terme, c'est les 700 dollars à peu près, entre les 650, 700 dollars. Pourquoi? Parce qu'on est proche des 0,518, on serait proche de l'ATH de 2021. Là, il y a toute une zone d'intérêt.
si je prends un volume profile que je mets sur cette phase de hausse, on voit qu'en plus on a un déséquilibre dans cette zone. On a le poke qui est un peu plus bas. Bon, je vais pas prendre un volume profile sur toute la phase là parce que je vais avoir un poke très bas. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Si je mets ici dans cette zone là, on voit que c'est également une autre value area high. Donc voilà, il y a plusieurs manières de mettre un volume profile. Soit on met un volume profile dans un range à ce niveau-là, qui me permet tout simplement de déterminer où est ma zone d'accumulation, de réaccumulation. Ça, c'est une zone de réaccumulation pour faire un plus haut. Et la value area high est une bonne zone pour déterminer le niveau à éviter de réintégrer. Ou soit je mets un volume profile à ce niveau-là, dans une tendance haussière, pour déterminer, alors j'aime bien prendre même avant la tendance haussière, là où j'ai fait le plus bas, comme un Fibo, tout simplement, pour déterminer où est mon déséquilibre. Et là, on voit, on a une bonne confluence entre cette value area high, précédente value area high, et cette LVN là, ce trou dans le volume profile. C'est normal, hein, certains vont appeler ça une imbalance, une FVG, une fair value gap, etc., etc. Dans tous les cas, c'est un déséquilibre, ok. Et si on y va, ça peut être un trou là, une bonne zone pour chercher des longues, une bonne zone pour se positionner avec une invalidation si on commence à repasser sous ce niveau-là. Si on commence à repasser sous le poke, ici on a double poke, sous ce creux important, ça peut vous donner ici un bon risk reward. Quelqu'un qui cherche à allonger la zone, invalidation sous ce plus bas, et targeter un retracement, revenir chercher la value area high, on peut mettre un Fibo, 2 pour 1, 3 pour 1, ça c'est à vous de voir. Ça c'est un bon trade, voilà, pour faire de la continuation de tendance sur une trend ici long terme. Si je mets des moyennes mobiles, on a peut-être ici un tunnel 3 jours. Voilà. On a une bonne confiance dans cette zone, chiffre rond psychologique. Je dis pas qu'on va y aller, mais si on y va, ça peut être ici un bon endroit pour prendre un long pour viser un rebond. Voilà, 57% sur le BNB, on pourrait ici avoir ce type de rebond pour après une poursuite, je sais pas. Mais en tout cas, la zone intéressante, elle est là. Après, si vous voulez faire de l'accumulation à long terme, j'attendrai un retracement bien plus important. Pour moi, on est toujours sur des niveaux assez hauts. Ensuite, on m'a demandé ici une analyse de Solana. Solana, c'est du range sur du range. Voilà, on va chercher l'extrémité haute, on dévie, on retourne chercher l'extrémité basse. On a cette zone-là maintenant que je pourrais tracer. J'avais tracé avant, il me semble, mais je la retrace ici, qui est un niveau d'intérêt. Et puis d'un point de vue support, au cas où on casse à la baisse, on aura ce niveau-là également d'intérêt. Hop. Voilà. On oscille entre des points d'intérêt, on est dans cette phase de latéralisation. Pareil ici, si je mets un volume profile, voilà, on est au niveau de la value area low. C'est une bonne zone pour chercher des longues. Quelqu'un qui cherche à trader le range ici, on est dans une bonne zone ici pour prendre des longues, pour revisiter l'extrémité opposée. Par contre, c'est un niveau qui doit tenir, parce que si on sort de cette phase de latéralisation qui dure maintenant depuis 2 ans, c'est pour dans un premier temps aller chercher $80, voire ensuite on a le niveau des 45-50 $, si on doit vraiment retracer et aller chercher un niveau plus bas. Je regarde là sur toute cette hausse, si on allait céder des déséquilibres, là on l'a comblé, on le voit parfaitement. Après, voilà, le déséquilibre il est associé à ce niveau de support, puis après il est également associé à ce niveau de support là. Hop. Donc étape par étape. Voilà. Étape par étape sur Solana, si on a une réaction acheteuse ici, ça peut valoir le coup de se positionner avec une invalidation en dessous pour revisiter les $180. Et pour l'investissement long terme, $80, $50, ça redevient intéressant. Après, c'est est-ce que vous voulez du Solana dans votre portefeuille? Ça, c'est une autre question. On fait pas que de l'analyse technique quand on veut inclure une altcoin dans son portefeuille long terme. Et dernière crypto, hyper liquide. Alors moi, j'ai des ordres épuisés qui sont faits exécuter. Il me semble que je vous l'avais dit. Pourquoi? Parce que toute cette zone-là, jusqu'aux $20, m'intéresse sur hyper liquide pour me repositionner. On est dans cette précédente zone où on a fortement consolidé. Si je me mets en weekly, on est dans notre zone de rechargement 0,118, 0,786, une bonne zone. Et quand j'ai comme ça de fortes convictions sur une crypto, j'aime bien me positionner dans cette zone de rechargement long terme. Je n'exclus pas qu'on peut aller plus bas, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je mets pas tout le cash que j'ai à disposition ici sur Hyperliquid. Pourquoi? Parce que je veux avoir cette flexibilité au cas où le marché pousse plus bas, ce qui est possible, ce qui est largement possible. J'aurai du cash pour me positionner. Il n'y a rien de pire qu'être bloqué dans une position, d'être rentré trop haut, par exemple à ce niveau-là, et de ne pas avoir le cash disponible pour rentrer ici. Alors soit vous rentrez haut, mais c'est pour invalider rapidement, donc vous rentrez ici, le marché vous donne tort, vous sortez à ce niveau-là, comme ça vous avez le cash pour rentrer plus bas, mais si vous rentrez là, vous faites all-in, et vous ne prenez pas votre perte ici, et vous êtes en mode je hold,
ok, sauf que ça va être très frustrant si on vient 24, 20, si on vient chercher même 15 $, déjà vous prenez un gros drawdown, et surtout vous n'avez pas la capacité de racheter ici beaucoup plus bas. Donc pour ça, soyez toujours flexible, vous verrez, vous serez toujours plus à l'aise en ayant du cash de côté. Et après vous pouvez fonctionner de différentes manières. Moi je vous ai dit, hein, un truc comme ça, je me dis rapidement comment je fonctionne sans rentrer. Bon, ça va pas être précis au niveau des pourcentages, des répartitions, mais admettons je me dis très bien sur Hyperliquid, je vais mettre 10 000 $. Je fonctionne de deux façons. Hop, un, ça va être des ordres en mode épuisette, donc plein de petits ordres sur un niveau d'intérêt, par exemple ici, et l'autre, ça va être d'attendre qu'une structure en W se forme. Et après là, ça va dépendre de vous, de vos compétences, votre capacité à analyser, du temps que vous avez alloué, de vos convictions, de plein de choses à prendre en compte, parce que les 10 000 $ de cash, comment on les répartit? Est-ce que c'est 5 000 ici, 5 000 ici? Est-ce que c'est 3 000 ici, 7 000 ici? Ça va dépendre. Si de base, vous vous dites, je suis très mauvais en analyse technique, je sais pas déceler un bottom, c'est compliqué, vous pouvez beaucoup plus faire 8 000 ici et 2 000 ici, ou 9 000, 1000. Si vous êtes plutôt à l'équilibre, 5-5, d'accord? Parce que l'avantage des ordres en mode épuisette, c'est que vous pouvez avoir des entrées très intéressantes, très basses, hein, comme moi j'ai pu avoir des ordres ici sur Hyperliquid, j'étais re-rentré à ce niveau-là. L'inconvénient, c'est que si ça continue à baisser, vous pouvez vous prendre un gros drawdown. Comparé à la structure en W, où si vous l'avez, vous avez globalement un bottom. Pas sûr à 100%, bien sûr, mais vous avez de grandes chances d'avoir un bottom. Et vous avez très peu de drawdown. Maintenant, il faut avoir la capacité de déceler le bottom. Il n'y a pas que Hyperliquid qu'il faut analyser, il faut regarder Bitcoin, le contexte de marché, mais actuellement, moi je me positionne comme ça. Quelqu'un vraiment qui n'arrive vraiment pas à déceler un bottom, il peut remplacer ça, pourquoi pas, par un DCA. Je suis pas fan du DCA, à part sur les grosses cryptos où vous avez de fortes convictions, et vous dites, ok, d'une manière je fonctionne en DCA, et d'une autre manière je rentre sur des gros niveaux de support. Ça peut fonctionner. En tout cas, ici, on est dans une bonne zone d'intérêt, mais pour le moment, on n'a pas de signaux acheteurs sur Hyperliquid. On reste ici dans une dynamique qui est baissière. Et voilà, on a fait le tour. J'ai terminé moi de mon côté. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui veulent participer au concours. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.